Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous ne rêvez pas, vous avez bien vu le titre de cette vidéo. L'objectif sera de créer une voiture algérienne faite par des Algériens et surtout pour des Algériens. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, on va parler de l'administration et du gouvernement algérien. On va baser nos informations sur le site officiel de l'AAPI, l'Agence algérienne de promotion et de l'investissement. On va essayer de comprendre un peu quelle est la vision et les objectifs du gouvernement, quels sont les avantages que le gouvernement peut nous offrir et plus encore. Donc sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Donc commençons tranquillement par la présentation de l'AAPI. Donc voilà, on est sur le site officiel de l'AAPI, l'Agence algérienne de promotion et de l'investissement. Donc ici, le gouvernement dit que l'AAPI est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du Premier ministre. Elle a la compétence pour soutenir et accompagner les investisseurs nationaux et étrangers dans la réalisation de leurs projets d'investissement. Donc c'est un peu ça à quoi ça sert l'AAPI. Donc on va voir un peu le rôle de l'agence. Promouvoir et valoriser en Algérie ainsi qu'à l'étranger l'investissement et l'attractivité de l'Algérie. Informer et sensibiliser les milieux d'affaires. Je ne vais pas forcément lire toute la ligne, on a un peu compris qu'est-ce que ça veut dire. Assurer la gestion de la plateforme numérique de l'investisseur. Enregistrer et traiter les dossiers d'investissement. Accompagner l'investisseur. Suivre l'état d'avance des projets. Gérer les avantages, y compris ceux relatifs au portefeuille des projets déclarés ou enregistrés, blablabla, ainsi de suite. Donc, on a vu un peu ça ressemble à quoi l'API, le rôle de l'agence. Et maintenant, on va aller un peu plus en détail. On va aller voir comment créer son entreprise. On est maintenant sur la page création d'entreprise. Donc, on commence avec les généralités sur l'entreprise. Tout projet de création d'entreprise commence par une idée, forcément. L'idée est la première phase de la création d'un projet et la base pour la naissance de toute entreprise. L'idée de créer une entreprise peut naître sur différentes formes, d'une discussion autour d'une table, d'un savoir-faire, d'une conviction forte, d'une expérience vécue professionnellement, d'une vidéo YouTube, pourquoi pas. Voilà, le nouveau porteur de projet doit alors étudier et développer son idée en toute objectivité, construire un plan le plus précis possible, etc., etc. Signification d'une entreprise. Une entreprise est une organisation ou une entité, non, une organisation ou une unité dont le but est de produire et de fournir des biens ou des services à destination d'un ensemble de clients. Dans notre cas, c'est nos CIRTA, nos voitures CIRTA. Donc, pour ce faire, une entreprise fait appel, mobilise et consomme des ressources matérielles, humaines, financières, immatérielles, informationnelles, ce qui l'a conduit à devoir coordonner des fonctions administratives, commerciales et informatiques. Bon, c'est un peu la signification d'une entreprise, on sait un peu à quoi ça ressemble. L'entreprise peut exister sous plusieurs formes, le droit des sociétés algériennes distingue. Donc ici, on a plusieurs formes d'entreprises. Entreprise individuelle, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, société à responsabilité limitée, société en non collectif, société par action, société en commandite simple, société en commandite par action et groupement. De ce que j'ai vu, des analyses que j'ai fait, surtout avec Amisha GPT, ce qu'on va très probablement choisir, c'est ou bien SARL, ou bien SAP. Donc, société à responsabilité limitée et société par action. On va lire un peu pour avoir une meilleure idée. Donc, société à responsabilité limitée, c'est une société de capitaux. Elle doit être constituée par un minimum de 2 associés et d'un maximum de 50. Si la société vient à comprendre plus de 50 associés, elle doit, dans le délai d'1 an, être transformée en société par action. À défaut, elle est dissoute, à moins que pendant le dit délai, le nombre d'associés ne soit devenu égal ou inférieur à 50, bref. Ça, c'est pour une société SARL. Et pour une société par action SAP, la SAP est une société de capitaux. C'est la forme par excellence des grandes entreprises, ce qu'on espère être un jour. Elle regroupe un minimum de 7 actionnaires, sauf pour la société à capital public. Le minimum de capital social pour sa constitution est de 5 millions de dinars en cas d'appel public à l'épargne et de 1 million de dinars dans le cas contraire. Elle est administrée soit par un conseil d'administration composé de 3 membres au moins et de 12 au plus, présidé par un président directeur général ou un président assisté d'un ou 2 directeurs généraux, soit dirigé par un directoire composé de 3 à 5 membres contrôlé par un conseil de surveillance lui-même. Donc,
il y a quand même beaucoup de lois à respecter, mais en gros, je pense que c'est les deux formes d'entreprise qu'on va choisir. C'est ou bien un SAP ou bien un SARL. Maintenant, on va aller faire un petit tour pour voir les activités réglementées. Donc là, on est sur la page des activités réglementées. On va lire un peu tout ça ensemble. Les activités et professions réglementées obéissent à des règles particulières qui sont définies par des lois et par les lois et règlements qui les régissent. Ok. Les activités et les professions réglementées sont définies au sens du décret exécutif numéro 15-234 du 29 août 2015 fixant les conditions et les modalités d'exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce, blablabla, etc., etc. Donc, on va voir un peu les activités qui sont considérées comme des activités de profession réglementées. Donc ici, on lit « sont considérées comme activités ou professions réglementées au regard de leur spécificité, les activités dont l'exercice est susceptible de porter atteinte directement à des préoccupations, à des intérêts liés à l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes, la préservation des richesses naturelles et des biens publics composant le patrimoine national, la santé publique et l'environnement. » Donc si ça touche à ces secteurs-là, c'est considéré comme des activités et des professions réglementées. Donc dans notre cas, c'est un cadre industriel, c'est un cadre de fabrication des voitures. Il n'y a pas vraiment un lien avec ces secteurs-là, donc on est correct à ce niveau-là. Je pense qu'en bas, ça rentre un peu plus dans le détail. Donc, les activités réglementées sont présentées à travers les rubriques suivantes. Production industrielle, bitume, gaz, produits pharmaceutiques et engrais, emblèmes, armes, tabac. Donc, il n'y a pas de véhicules ou de construction automobile. C'est bien. Marché de gros, fruits, légumes, produits pharmaceutiques, phytosanitaires et vétérinaires, lubrifiants, marché de détail, boissons, combustibles, marchands ambulants, produits pharmaceutiques, phytosanitaires, importation, exportation, tabac, combustibles, produits pharmaceutiques, phytosanitaires, services, hôtels, restaurants, cafés, salons de thé, ambulances, transport collectif, transport aérien, ferroviaire, salle de sport, garderie, confession de cachet, bureau de change, liste des activités ou professions réglementées. Texte de base et profession, expert comptable, notaire, huissier et auxiliaire marchandises, profession libérale, médecin, chirurgien, vétérinaire et agent immobilier, centre d'appel, cybercafé, salle des fêtes et services, les conditions et les modalités de création et d'exploitation des agences de tourisme, hôtels, camping, activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux. Donc dans notre cas, vraiment, c'est pas vraiment un secteur industriel réglementé. On a vu ici que ça touchait à d'autres secteurs. Donc pour l'instant, nous, on est correct. Et maintenant, on va aller voir les fameux modes de financement. Donc à présent, on est sur la page du système financier et bancaire. On va lire un peu ensemble. Le secteur bancaire algérien joue un rôle de plus en plus important dans la croissance, forcément. Dans ce sens, la réforme du secteur financier en Algérie est la clé pour l'augmentation de la productivité, le développement économique et une croissance, etc., etc. Les acteurs du système bancaire algérien. Aujourd'hui, le secteur bancaire algérien est composé de la Banque d'Algérie, 20 banques commerciales et 9 établissements financiers, 5 bureaux de représentation de grandes banques internationales, une bourse des valeurs, une société de clearing chargée des fonctions de dépositaire, une société d'automatisation des transactions interbancaires et de monétisation, SATIM, une société des banques et des établissements financiers, ABEF, avec environ 1200 agences bancaires réparties sur le territoire national, une concentration au niveau du nord du pays et une domination estimée à 99% par les agences bancaires publiques. Donc maintenant, on va aller voir un peu les modes de financement. On a le crédit classique, on a le crédit islamique, on a le crédit buy ou leasing. Donc déjà, le fait qu'ils ont mis crédit islamique dans le site officiel, ça c'est quelque chose de positif. Au moins, ça donne une alternative aux gens qui ne veulent pas forcément prendre un crédit classique. Donc, je ne vais même pas ouvrir le crédit classique, ça ne sert à rien, on ne va pas l'utiliser. Donc, on va directement aller dans le crédit islamique. Le crédit buy ou le leasing, ça c'est plus par rapport, je pense, aux investissements reliés à l'immobilier. Je pense que si je me trompe, corrigez-moi dans les commentaires, mais je pense que crédit buy, c'est par rapport aux maisons, tout ça. Et nous, on va lire un peu plus en détail le crédit islamique. Donc maintenant, lisons un peu plus en détail ce fameux crédit islamique. La finance islamique est définie comme étant des services financiers et des opérations de financement mises en œuvre
pour se conformer aux préceptes de la charia, c'est-à-dire réaliser son prélèvement d'intérêt prédéterminé appelé riba et respectant un certain nombre d'injonctions pour être réputé halal. Bon, c'est ça. La Banque islamique offre à ses clients une gamme diversifiée de produits et services respectueux des principes de la charia, en particulier l'absence d'intérêt. C'est exactement ce qu'on veut. Des produits comprenant un système de partage des risques et des profits à travers l'instrument de la musharaka, la mudaraba. Ça, c'est des concepts que j'avais discutés dans la première vidéo, quand j'avais parlé du financement, et j'avais même pas regardé ce fameux site, donc c'est drôle de voir que c'est des concepts, en effet, que les crédits islamiques, en tout cas le gouvernement algérien utilise. Donc ça c'est cool, on va lire un peu plus en détail. La musharaka, contrat entre une banque et un établissement financier avec une ou plusieurs parties ayant pour objet la participation dans le capital d'une entreprise dans un projet ou dans des opérations commerciales en vue de réalisation des profits. Et mudaraba, contrat entre la banque ou l'établissement financier, bailleur de fonds, fournissant le capital nécessaire à un entrepreneur qui apporte son travail dans un projet en vue de la réalisation des profits. Il s'agit d'un contrat de partenariat entre un investisseur, Rabb el-Mal, apporteur de capital, et un entrepreneur, el-Mudarrib, qui amène son savoir-faire. Des produits basés sur le principe du coût plus marge à travers des contrats de financement les plus répandus, notamment la Murabaha, contrat en vertu duquel la banque ou l'établissement financier vend à un client un bien déterminé, meuble ou immeuble, propriété de la banque ou de l'établissement financier, où le coût de son acquisition est augmenté d'une marge bénéficiaire convenant d'avance et selon les modalités de paiement arrêtées entre les deux parties. L'istisna, j'espère que je le dis bien, contrat par lequel la banque ou l'établissement financier s'engage à livrer à son client donneur d'ordre ou acheter auprès d'un fabricant un bien à fabriquer selon les caractéristiques définies et convenues entre les parties à prix fixé selon les modalités de paiement préalablement arrêtées par les deux parties. L'opération peut également prévoir deux contrats indépendants dits d'istisna parallèles, j'espère que je le dis bien encore, l'un entre le financier et le constructeur, l'autre entre le financier et le client. Dans ce cas, le financier ne peut conclure un contrat avec un fabricant personne morale dont le capital est détenu à hauteur de 33% ou plus par le donneur d'ordre. On a aussi l'Ijara, on a Selem, donc je ne vais pas tout lire, mais en tout cas, on a beaucoup d'alternatives islamiques qui peuvent nous permettre de faire ce fameux projet, donc ça c'est cool. Donc si on continue, on a les fonds d'investissement, on a le fonds national de l'investissement, on a le fonds d'investissement de Wilaya et on a le fonds de soutien des startups. Donc maintenant on a les institutions de garantie, l'investisseur peut également avoir recours aux institutions de garantie financière, le fonds de garantie des crédits aux PME, la caisse de garantie de crédit à l'investissement. On ne va pas aller voir plus en détail, mais maintenant allons voir les fameux régimes d'incitation. Donc à présent on est sur la page du régime d'incitation. On va lire tout ça ensemble. Régime d'incitation et conditions d'éligibilité aux avantages. Donc, on va voir un peu ce que le gouvernement propose. Les investissements peuvent bénéficier sur demande de l'investisseur de l'un des régimes d'incitation cités ci-après. Le régime d'incitation des secteurs prioritaires nommé régime des secteurs, le régime d'incitation des zones auxquelles l'État accorde un intérêt particulier nommé régime des zones et le régime d'incitation des investissements revêtant un caractère structurant nommé régime des investissements structurants. Donc là, on va voir dans quel régime on se trouve. Donc on a le régime des secteurs, le régime des zones et le régime des investissements structurants. On commence avec le régime des secteurs. Sont éligibles au régime des secteurs les investissements réalisés dans les domaines d'activité suivants: mines et carrières, agriculture, aquaculture et pêche, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique et pétrochimie, services et tourisme, énergie nouvelle et renouvelable, économie de la connaissance et technologie, etc., etc. On a le régime des zones. Sont éligibles au régime des zones les investissements réalisés dans des localités relevant des hauts plateaux du Sud et du Grand Sud, les localités dont le développement nécessite un accompagnement particulier de l'État, des localités disposant de potentialités en ressources naturelles à valoriser.
La liste des localités relevant des zones auxquelles l'État accorde un intérêt particulier est fixée par voie réglementaire. Finalement, on a le régime des investissements structurants. Sont éligibles au régime des investissements structurants les investissements à haut potentiel de création de richesses et d'emplois, susceptibles d'augmenter l'attractivité du territoire et de créer un effet d'entraînement sur l'activité économique pour un développement durable. Il s'agit des investissements satisfaisant aux critères suivants. Le niveau d'emploi direct égal ou supérieur à 500 postes d'emploi, le montant de l'investissement égal ou supérieur à 10 milliards de dinars algériens. Je pense que vous l'avez bien compris, on est dans le régime des secteurs, on est dans l'industrie, donc on va voir un peu les avantages accordés à ce fameux régime des secteurs. Les avantages accordés, les investissements éligibles aux 3 régimes incitatifs peuvent bénéficier, outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues dans le cadre du droit commun. Donc, on a deux phases. On a la phase de réalisation et on a la phase d'exploitation. Au titre de la phase de réalisation, on a exonération des droits de douane pour les biens importés entrant directement dans la réalisation de l'investissement. Ça, c'est top. Franchise de la TVA pour les biens et services importés ou acquis localement entrant directement dans la réalisation de l'investissement, exonération du droit de mutation au titre onéreux et de la taxe de publicité foncière pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement concerné, exonération des droits d'enregistrement exigibles pour les actes constitutifs de société et les augmentations du capital, exonération des droits d'enregistrement de la taxe de publicité foncière ainsi que la rémunération domaniale, première fois que j'entends ce mot-là, portant sur les concessions des biens immobiliers bâtis et non bâtis destinés à la réalisation du projet d'investissement, exonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l'investissement pour une période de 10 ans à compter de la date d'acquisition. Donc ça, c'est vraiment dans la phase de réalisation. Après, dans la phase d'exploitation, pour une durée allant de 3 à 5 ans à compter de la date d'entrée en exploitation, on a l'exonération de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et on a l'exonération de la taxe sur l'activité professionnelle. Donc on a énormément d'avantages à ce niveau-là. On a un peu compris le principe, on ne va pas aller plus en détail. Maintenant, on va aller voir la bourse de partenariat. Donc maintenant, on est sur la page de la bourse de partenariat. On va lire un peu tous ensemble. Donc, dans une démarche visant à dynamiser le paysage économique de l'Algérie et dans le cadre de ses missions, notamment d'accompagner l'investisseur dans la concrétisation de son projet d'investissement, l'introduction d'une bourse de partenariat émerge comme un concept novateur. Cette bourse va offrir un espace virtuel où les acteurs économiques peuvent échanger des idées, discuter de projets et explorer des opportunités de coopération. Cette initiative pourrait ouvrir la voie à de nouvelles synergies et à une croissance économique plus dynamique. Donc, on va un peu voir qu'est-ce que la bourse de partenariat. La bourse de partenariat est une base de données destinée à répertorier les offres de projets d'investissement en Algérie. Elle constitue un vivier de propositions de projets susceptibles d'intéresser des investisseurs étrangers. Les opérateurs qui souhaitent s'inscrire dans cette opération peuvent présenter un descriptif de leur projet ainsi que leurs attentes en matière de partenariat dans la fiche de projet mise à leur disposition dans la plateforme numérique de l'investisseur. Après traitement des fiches par les services de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, une diffusion restreinte de quelques informations sera faite dans le respect de la confidentialité des données. L'inscription à la bourse de partenariat est gratuite. Ok, ça c'est cool à savoir. L'objectif de la bourse de partenariat. La bourse de partenariat en ligne a pour objectif de simplifier et optimiser les interactions entre les investisseurs nationaux et internationaux, créant ainsi un terrain propice à des partenariats fructueux et durables. Elle a pour but de collecter les idées de projet, identifier les objectifs visés par l'établissement d'un partenariat, recenser les besoins des investisseurs locaux, trouver des partenaires potentiels parmi les IDE, faciliter les contrats entre partenaires potentiels, organiser des matchmaking à la demande des concernés, disposer de données actualisées et fiables sur les entreprises locales et étrangères, offrir aux investisseurs
et aux porteurs de projets un espace de réseautage. Donc maintenant, on va voir qui peut s'inscrire à cette bourse de partenariat. Tout investisseur national ou étranger à la recherche d'un partenaire peut concrétiser un projet d'investissement en Algérie. La bourse de partenariat est un mécanisme par lequel les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, annoncent leur intention de partenariat. L'agence servira d'intermédiaire en vue de faciliter la mise en relation entre les investisseurs locaux et étrangers. Qui peut accéder à la bourse ? Investisseurs ou porteurs de projets à la recherche d'un partenaire pour réaliser un projet d'investissement en Algérie. Investisseurs ou porteurs de projets à la recherche d'une idée pour un projet de partenariat en Algérie. Donc clairement, on peut utiliser cette fameuse bourse de partenariat pour du réseautage, pour trouver des investisseurs. Donc ça, je trouve que c'est une excellente initiative et ça peut aider les entrepreneurs, mais d'une façon exceptionnelle. En tout cas, nous, on est là, on a notre communauté. Déjà, on est en train de faire du réseautage entre nous, mais c'est sûr que passer par la bourse de partenariat de l'AAPI, ça peut vraiment grandement nous aider. Donc sans plus tarder, allons voir un peu plus d'informations sur le fameux foncier. Donc on est maintenant sur la page du foncier, on va un peu s'informer sur ce fameux foncier économique. Donc on a la composition du foncier économique, terrain aménagé relevant des zones industrielles et des zones d'activité, terrain aménagé situé à l'intérieur du périmètre des villes nouvelles, terrain aménagé relevant des zones d'expansion et sites touristiques, terrain aménagé relevant des parcs technologiques, actifs résiduels immobiliers des entreprises publiques dissoutes, actifs excédentaires immobiliers des entreprises publiques économiques. Donc, concession du foncier économique. Les demandes d'octroi du foncier économique enregistrées au niveau de la plateforme numérique de l'investisseur gérée par l'Agence algérienne de promotion de l'investissement qui constitue la seule et unique voie de dépôt. Okay. Le foncier économique destiné à la réalisation de projets d'investissement est octroyé par voie de concession de gré à gré, convertible en cession pour une durée de 33 ans renouvelable par décision de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement AAPI. La durée d'affichage de la liste des biens immobiliers destinés à recevoir des projets d'investissement est fixée à 30 jours. La demande d'octroi du foncier économique enregistré sont traitées et font l'objet d'une réponse par l'Agence algérienne de promotion de l'investissement dans un délai n'excédant pas 15 jours, donc c'est assez rapide, à compter de la date d'expiration du délai d'affichage. Lorsque le terrain domanial objet de la demande de concession est situé à l'extérieur du périmètre d'une zone d'expansion et site touristique, zone industrielle, zone d'activité, parc technologique ou ville nouvelle, la localisation du projet d'investissement doit s'opérer dans le respect du cahier des charges, des prescriptions du permis de lotir publié et des plans d'aménagement approuvés. Donc, on va parler ici un peu maintenant de l'éligibilité du demandeur du foncier économique. Toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, résidente ou non résidente, au sens de la loi numéro 22-18 du 24 juillet 2022 relative à l'investissement porteuse d'un projet d'investissement peut postuler au bénéfice d'une concession de gré à gré convertible en cession d'un bien immobilier relevant du domaine privé de l'État. Donc, c'est clairement quelque chose qu'on peut faire. Donc ici, ça parle un peu plus en détail du processus de préinscription de la demande, traitement de la demande du foncier économique, droit de recours, complément de procédure et obligations liées à l'obtention d'une concession immobilière pour l'investissement. Ça rentre vraiment en détail, on va pas rentrer plus en détail, mais au moins on sait que des concessions sont possibles et on peut obtenir du foncier du gouvernement algérien. Donc maintenant on va aller consulter la disponibilité du foncier, on va aller voir une carte interactive qui nous montre les zones en Algérie, ça va être super intéressant, on va aller voir ça tout de suite. Donc voici la fameuse carte interactive, on est sur le site invest.gouv.dz, on peut voir la disponibilité du foncier. Donc ici on voit qu'il y a plusieurs wilayas, on a aussi des filtres qui nous permettent de choisir des critères qui correspondent à notre secteur d'activité. Donc déjà ici on choisit le secteur, la catégorie industriel. Et ensuite, on a aussi le code d'activité qui va correspondre à notre secteur d'activité. Avec un peu de recherche, j'ai trouvé ce fameux code. Donc, le code d'activité que j'ai choisi est le 105403. C'est le code d'activité qui se rapprochait le plus de notre secteur d'activité. Et après avoir cherché un peu dans toute l'Algérie, dans la carte interactive, on se rend compte que les seules usines où ils ont ce code d'activité, ils se situent à Oran. Et il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi en commentaire, pourquoi choisir Oran, mais
il se trouve que, en tout cas avec ce code d'activité, les seuls endroits où il y a une relation avec l'automobile, eh ben, ces usines-là se trouvent à Oran. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a d'autres compagnies automobiles qui se sont installées à Oran. Donc, forcément, il y a un écosystème là-bas qui fait en sorte que c'est très probablement beaucoup plus facile, en plus du fait que c'est un site portuaire, tout ça, tout ça. Donc, voilà, moi, j'ai pas d'affinité particulière à aucune wilaya, c'est juste que j'essaie de trouver l'endroit le plus intéressant et l'endroit qui permettra à notre projet de, voilà, qui nous donnera le plus d'opportunités, qui nous permettra de réussir notre projet tout simplement. Donc on va aller un peu plus précisément à Oran et on va voir ce que proposent ces fameuses usines. Donc ici on voit, il y a 4 petites parcelles. On peut commencer par la première ici, donc catégorie industrielle, wilaya Oran, commune Tafraoui, zone industrielle Tafraoui Oran. Donc on a une superficie de 6000 mètres carrés. Ici, activité, comme je disais tantôt, 105 403, fabrication et montage des composants d'équipements, d'accessoires et de pièces détachées pour auto. C'est des pièces détachées pour auto, c'est pas forcément une auto à part entière, mais en tout cas, c'est un peu un lien avec l'automobile. Donc, produits et services, équipements, accessoires et pièces détachées pour auto. On a la deuxième parcelle, catégorie industrielle, wilaya Oran, commune Tafraoui, superficie 11 000 m², 11 506 m² pour être plus précis. Donc le secteur d'activité c'est le même. On a ici produits, services, équipements, accessoires et pièces détachées pour auto. On a ce terrain-là, 5531 m². Même chose, équipements, accessoires et pièces détachées pour auto. On a celui-là aussi qui est peut-être un peu plus petit, 4850 m². Équipements, accessoires, pièces pour auto. On peut aller voir un peu les autres usines, un peu plus au nord, celle-là. Ici, c'est 20 000 m², c'est vraiment beaucoup plus grand. Et ici, les produits et services, pièces automobiles en aluminium, articles ménagers métalliques, quincaillerie et BTP métallique. Donc, ça ressemble à une usine peut-être plus, disons, plus côté métallurgie. J'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais ça en lien un peu plus avec le métal, parce qu'ici, on voit articles ménagers métalliques, quincaillerie et BTP métallique, composantes électroniques, électronique métallique, mobilier et décoration métallique. Donc, ça a vraiment rapport avec le métal. Ça peut être peut-être une usine. Peut-être cette usine sera mieux que les autres puisque ça en rapport plus avec la métallurgie et ça pourra nous permettre de, voilà, nous permettre de construire nos voitures. Mais en tout cas, ça, c'est les usines disponibles. Il y en a, je pense, une aussi au sud. On peut aller voir un peu, ça ressemble à quoi. Donc, on est sur 7973 m², produits, services, roues et jantes de toutes sortes. Donc, ça, c'est plus une usine qui traite les roues et les jantes. Donc, c'est peut-être pas forcément une usine où il y aura des équipements très intéressants dans le cadre de nos voitures. Mais en tout cas, l'usine la plus prometteuse, c'est l'usine qui se trouvait un peu plus en haut et voilà, qui travaillait plus sur le métal. Pièces automobiles en aluminium, articles ménagers métalliques. Donc, ça a l'air d'être un peu plus, disons, prometteur. Mais en tout cas, on voit ici que la carte interactive nous permet de voir des zones foncières disponibles. Et après, j'imagine qu'on peut faire notre demande et suivre les procédures qu'on a vues sur le site internet. En tout cas, ça, c'est incroyable. Et on voit que voilà, c'est très probablement à Oran qu'on va s'installer. Mais en tout cas, c'est incroyable d'avoir ce genre de ressources en ligne et ça facilite grandement les choses. Donc on voit que le gouvernement algérien a vraiment fait un gros travail. Il faut donner du crédit à ce qui a été fait quand même. Donc ça, c'est super intéressant. Donc merci à tous d'avoir écouté cette vidéo, ça a été vraiment un plaisir, on a fait un peu le tour de l'API, on a vu un peu ce qu'il proposait, ce que le gouvernement nous offrait comme avantage, donc ça c'était super intéressant. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin, merci pour tout le soutien, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à commenter, à interagir, on a besoin de vous pour ce fameux projet, ça va très vite, on est presque à 10 000 abonnés, merci pour tout le soutien, merci pour toute la force, donc on pourra peut-être aller plus en détail sur le site de l'API parce qu'on n'a pas, il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas, on n'est pas passé à travers beaucoup de sujets, donc on pourra faire ça dans de prochaines vidéos, on pourra peut-être voir aussi le site de Startup et on pourra communiquer directement avec le gouvernement, pourquoi pas, donc beaucoup de projets qui s'en viennent, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, n'hésitez surtout pas à rejoindre le projet, on a besoin de vous, on a besoin de votre force, donc encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.